à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 10 derniers mois du Troisième Reich. 10 mois où, alors que tout semblait jouer, la guerre s'est prolongée. Du 13 juillet 1944 au 9 mai 1945, l'Allemagne nazie, pourtant en déroute stratégique, a continué de résister avec acharnement, provoquant l'un des prolongements les plus meurtriers du conflit. Pourquoi la guerre ne s'est-elle pas arrêtée plus tôt ? Qu'est-ce qui a permis à Hitler de tenir jusqu'au bout, malgré l'effondrement militaire et moral du régime ? Quels choix ont été faits des deux côtés qui ont façonné la fin de la guerre et l'ordre du monde après ? Pour répondre à ces questions, je reçois Éric Branca, journaliste, historien et auteur d'un ouvrage passionnant, 300 jours, 13 juillet 1944, 9 mai 1945, publié aux éditions Perrin. Éric Branca, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes journaliste, historien, spécialisé en histoire contemporaine. Vous avez dirigé la rédaction de Valeurs Actuelles, collaboré à de nombreux documentaires et surtout publié une vingtaine d'ouvrages. Parmi eux, 3000 ans d'idées politiques, paru en 2015 chez Chronique Éditions. L'ami américain, le roman des damnés, De Gaulle et les grands, La République des imposteurs, ou encore L'aigle et le léopard, consacré aux relations troubles entre Londres et Berlin avant 1939. Tous ces livres sont parus aux éditions Perrin, ainsi que le dernier en date que je citais, 300 jours, 13 juillet 1944, 9 mai 1945. 10 mois pour en finir avec Hitler. Donc il revient sur ces 10 derniers mois du Troisième Reich, une période où contre toute attente, la guerre aurait pu, mais ne s'est pas arrêtée. Un sursaut parfois absurde qui a prolongé l'agonie du régime nazi et coûté quelques millions de vies. Alors, ce sont ces 300 jours de trop que nous allons découvrir avec vous aujourd'hui. Mais première question, pourquoi 300 jours ? Pourquoi avoir choisi cet intervalle précis, 13 juillet 1944 ? Pourquoi ne pas partir du 6 juin 1944 comme tout le monde ? Parce que le 13 juillet 1944 existe un document absolument étonnant qui faisait partie des archives publiées depuis des années, mais que personne n'avait vu, qui est un ordre du jour d'Hitler, daté donc du 13 juillet 1944, où il prévoit les mesures à prendre en cas d'invasion du Reich par des forces étrangères. Or, il faut rappeler que la situation, le 13 juillet 1944, est certes critique, mais elle n'est pas désespérée. Les Américains piétinent en Normandie, dans le bocage normand. Les Russes ont fait leur formidable opération Bagration, qu'ils ont lancée en juin, mais ils s'arrêtent devant Varsovie. Ils sont épuisés. Ils ont perdu des centaines de milliers de soldats, ils sont épuisés. Et donc la situation est certes critique, mais le Reich n'est pas encore menacé. Mais ça, c'est l'un des deux aspects de la personnalité d'Hitler, le fanatisme, la folie meurtrière qu'on connaît, et puis une conscience aiguë des rapports de force. Et souvent, cette espèce de schizophrénie, elle est présente dans tous les tournants de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un Hitler qui veut aller au bout contre toute attente, contre toute logique, et puis un Hitler qui sait manœuvrer non seulement les gens, mais les armées. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ce n'est pas un récit totalement linéaire. Je dirais que c'est plutôt une fresque et vous faites des focus sur les militaires, sur les politiques, sur les populations civiles que vous n'oubliez pas. Alors, quelle méthode avez-vous suivi pour agencer ce kaléidoscope d'événements et de figures ? Si vous voulez, je suis allé aux sources primaires qui sont des documents, évidemment, qui sont déclassifiés maintenant depuis assez longtemps, mais ils sont déclassifiés, par exemple, les documents diplomatiques américains, les documents diplomatiques français. C'est une telle masse de choses qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et puis, ce qu'on oublie souvent, et ce qui m'avait servi pour écrire le précédent livre dont vous avez parlé sur les rapports entre l'Angleterre et le Troisième Reich, ce sont les mémoires des acteurs. Beaucoup ont été traduites, beaucoup ne l'ont pas été. Et certaines ont été traduites et sont oubliées. Et donc, il faut toujours se replonger dans les mémoires, les correspondances de l'époque, en plus des documents diplomatiques. Alors, vous dites que ce livre met en scène le sursaut d'un Reich à l'agonie. Alors, pourquoi ce paradoxe est-ce que c'est négligé dans l'historiographie moderne ? Ce qui est négligé, c'est les grandes articulations de cette chute. On a l'impression, quand on lit, quand on fait un récit linéaire, qu'à partir du débarquement, tout est joué définitivement. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des articulations très nettes. La première, c'est effectivement, après le piétinement en Normandie des Alliés dont je parlais, la percée d'Avranches, qui devient une véritable promenade militaire, à la fois jusqu'à Paris, jusqu'à Bruxelles. Ensuite, arrêt net aux Pays-Bas.
lorsque Montgomery lance son offensive sur Arnhem, qui est une catastrophe, non seulement militaire, mais également humanitaire, parce qu'elle provoque la dernière grande famine d'Europe. Oui. Ensuite, la diffusion du plan Morgenthau, dont on reparlera peut-être, qui prévoyait de faire de l'Allemagne une zone totalement exempte de toute économie, de toute industrie, etc., qui va rassembler les Allemands autour d'Hitler parce qu'ils ont peur de la famine. Puis ensuite, après l'échec de l'offensive des Ardennes, les frontières qui vont s'ouvrir aux Américains, parce que de l'autre côté, les Russes sont entrés en Prusse orientale, sont entrés dans les provinces orientales de l'Allemagne et se conduisent, comme l'on sait, avec des centaines de milliers de viols, de massacres de population, etc. Et la peur des Rouges va succéder à la peur de la famine. Et toutes ces phases, il fallait les mettre en lumière. Alors, j'ai ma réponse sur le 13 juillet, vous l'avez expliqué, donc cette fameuse directive secrète. Mais alors, en même temps, Hitler refuse à Rommel le repli stratégique sur les frontières du Reich. Absolument. Alors, comment on peut expliquer cette obstination ? C'est le côté schizophrénique dont je parlais. Rommel commet l'erreur de proposer à Hitler, Rommel qui bénéficie de la confiance d'Hitler. Hein. Oui. On a beaucoup dit de bêtises sur Rommel. Il a été un général nazi et plus que nazi, hitlérien. Peut-être plus hitlérien que nazi d'ailleurs. Il avait une admiration sans borne pour Hitler et Hitler le lui rendait. Bon. Mais il fait une erreur absolument énorme. Il lui dit maintenant il faut abandonner, il faut se replier sur la Seine et se maintenir sur les frontières du Reich à l'ouest. Et Hitler prend ça pour une trahison. Et donc, voilà, c'est le côté... 3 jours après avoir eu conscience du caractère critique de la situation, Hitler se reprend et dit « Mais de quel droit est-ce que vous me dites qu'il faut battre en retraite ? On ne battra jamais en retraite. » Alors là, vous venez de nous parler de l'état psychologique d'Hitler assez rapidement. D'ailleurs, vous vous attardez pas mal sur la psychologie, l'état de santé des chefs politiques, la psychologie des chefs militaires également. Hein. Vous employez le terme, alors il n'est pas de vous, hein, mais ces malades qui nous gouvernent. Alors est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon des principaux protagonistes de ces 300 derniers jours ? L'état de santé d'Hitler, on le connaît. Hein. On va pas Hitler, il s'est effondré à partir de 1943, après Stalingrad. Il est sous médicaments en permanence, il est entre les mains d'un médicastre du nom de Morel, qu'on a d'ailleurs soupçonné de l'empoisonner. C'est sûrement pas le cas, mais Himmler voulait faire une enquête sur lui parce qu'il était consterné par la dégradation de l'état physique de Hitler. Mais ça, Hitler, c'est connu. Bon, maladie de Parkinson, bon. Il prend de la pervitine, bon, ça c'est connu. En revanche, on oublie de rappeler que Roosevelt est un grand malade. Très grand malade, qui dépasse souvent les 20 tensions, et que la 4e campagne présidentielle qu'il mène en novembre 1944 l'épuise littéralement. Et c'est un homme, mais fini, qui a je ne dirais pas des heures de lucidité, car il est lucide, mais de quelques heures de dynamisme par jour. C'est un grand malade. Quand il arrive à Yalta en février 1944, Churchill est alcoolique, un alcoolisme connu, revendiqué, il tient très bien le coup, mais c'est quelqu'un qui a des sautes d'humeur, des fantasmes contradictoires, notamment stratégiques. Bipolaire, on dirait aujourd'hui. C'est ce qu'on dirait, absolument. Ouais. Lui parlait de son chien noir pour définir sa mélancolie. Et il passe d'un extrême à l'autre. Il est bipolaire, on peut le dire. Alcoolique bipolaire. Staline ne va pas mieux. Staline boit aussi énormément. Du vin de Crimée, il fume considérablement, la pipe dès le matin, le cigare après, la cigarette dans la journée, il ne fait pas d'exercice, il est attaqué par la stéréosclérose, et c'est également un grand malade. Celui qui est à peu près le plus en forme, c'est De Gaulle, qui a 54 ans à l'époque, mais De Gaulle n'est pas le plus important des 4 grands. Donc voilà, il y a 3 grands malades. Et puis, il y a les chefs militaires. Alors, je vais sur ces 3 grands malades, finalement, lequel tient la dragée haute aux autres ? Est-ce qu'il y en a un qui est moins malade que les autres ou ils se manipulent tous ? Ah, c'est incontestablement Staline. Oui. Ensuite, Churchill. Et il y a d'ailleurs un duo Staline-Churchill contre Roosevelt à l'automne de 1944, justement pendant que Roosevelt est occupé par sa campagne présidentielle. Et là, oui, ces deux-là, ils savent manœuvrer, incontestablement. Alors les chefs militaires, je vous ai interrompu.
Alors les chefs militaires, c'est différent. Du côté allié, on se tire la bourre, littéralement. On se bouscule pour avancer, avec un choc frontal entre Eisenhower, qui est un personnage méconnu, qu'on présente souvent comme un boy scout, mais qui est un formidable organisateur. C'est un directeur des ressources humaines, parce qu'il est obligé de tenir compte de susceptibilités très compliquées. Par exemple, il a deux personnages absolument antagonistes, Montgomery, qui est son numéro 2 en théorie, mais qui lui tient la dragée haute, qui est d'une insolence incroyable avec lui, qui a été fait par Churchill, duc d'El Alamein, en souvenir de la victoire d'El Alamein, qui est d'ailleurs une victoire sur laquelle on pourrait revenir, mais en fait, Montgomery était très fier d'avoir vaincu Rommel. Il avait d'ailleurs son portrait c'est ça, dans son bureau. Fascination de Montgomery pour Rommel. Il a vaincu ce qui n'était plus qu'un croupion d'Africa Corps à l'époque. Bon. Mais il est quand même le numéro 2. Et lui a une obsession, c'est d'arriver à Berlin avant les Russes. Et puis l'autre personnage, très compliqué, c'est Patton, qui est un génie politique, stratégique, incontestablement. Personnage très haut en couleur, je ne dirais pas d'une vulgarité, mais d'une grossièreté. C'est son of bitch à peu près à tous les mots, à toutes les phrases. Et en même temps, un personnage très cultivé, qui connaît l'histoire ancienne, qui lit le grec et le latin dans le texte. Grand sportif qui a gagné le pentathlon moderne en 1912 aux Jeux Olympiques de Paris. Bref, c'est un personnage très haut en couleur, à la fois très vulgaire et très cultivé, et qui a des éclairs de génie, et on le verra notamment au moment de l'offensive des Ardennes, où il mène une opération unique en son genre. Alors voilà. Et puis du côté allemand, ils sont tous terrorisés par Hitler, surtout après l'attentat du 20 juillet, qui aboutit à, si l'on ose dire, une nazification, comme si on pouvait encore plus nazifié l'État hitlérien. Dans l'État SS. C'est l'État SS, absolument, avec un personnage qui ressort vraiment de tous les autres, parce qu'il est à la fois très habile, très intelligent, très courageux face à Hitler. C'est Heinz Guderian, le père de la guerre éclair, avec Manstein, et avec Hitler, ça fait des étincelles. Oui, vous racontez des moments, l'auditoire est stupéfait de l'audace de Guderian. Absolument. Et d'ailleurs, à un moment donné, l'état-major d'Hitler, ses gardes du corps le retiennent parce qu'il va gifler Guderian. Ça, c'est en janvier 1945, parce que Guderian lui dit, voilà ce qui va se passer. Il faut tout mettre sur le front de l'Est. Maintenant, il faut arrêter à l'Ouest, il faut tout mettre sur le front de l'Est. Ils vont fondre sur nous avec 2 millions d'hommes. Et Hitler lui dit, 2 millions d'hommes, et vous êtes fous, allez vous faire soigner. Et l'autre lui répond, je ne suis pas malade. Ce qui veut dire, s'il y a un malade dans la pièce, c'est pas moi. Alors justement, on va parler des atouts du Reich pendant ces 10 derniers mois. Vous dites qu'ils ont vous évoquez une supériorité technique. Incontestable. Et des chiffres de production d'ailleurs assez étonnants pour une industrie de guerre qui vit littéralement sous les bombes. Et surtout, on a vraiment appris quelque chose, c'est qu'on apprend que l'Allemagne aurait réalisé des essais nucléaires. Deux essais nucléaires. Alors on va parler déjà de la supériorité technique et des chiffres de production, puis après vous parlerez de ces fameuses bombes. Alors la supériorité technique, c'est à la fois les chars et les avions. Ouais. Et d'un point de vue... alors, quand je parle de supériorité technique, c'est pas une supériorité numérique. Hein. Non, technique. Mais les chars TIG sont les meilleurs, notamment le Tigre 2, le Tigre Royal est un char qui est quasiment indestructible, hors par l'aviation. Et puis, l'aviation en réaction, qui est la première du monde, la première opérationnelle, notamment le fameux Messerschmitt 262 réaction, qui n'est pas le seul. Et puis, il faut aussi parler des V2. Le V1, c'est une bombe guidée qui a un effet psychologique, mais qui n'a aucune avance, sauf que c'est la première. Mais la vraie innovation, c'est le V2, qui monte à... un vrai missile balistique. Premier missile balistique de l'histoire, qui est inarrêtable parce qu'il voyage dans la stratosphère et il dépasse les 6000 km/h. Et quand il tombe, et comme il va plus vite que la lumière, on ne l'entend pas. Donc c'est une arme technologiquement qui a 30 ans d'avance, 20 ans d'avance, et en plus c'est une arme psychologique, parce qu'on ne sait pas quand il va frapper, alors que le V1, on l'entendait venir.
Et concernant le Messerschmitt 262, il est mal employé finalement. Hitler, à la fin, l'a employé comme chasseur-bombardier, ce qui était une bêtise, parce qu'il pouvait, comme il était très puissant, il pouvait porter une bombe d'une tonne, mais il était surtout bon pour attaquer les blocs de bombardiers alliés. Et d'ailleurs, les rares fois où il l'a fait, les blocs se sont mal portés. Et avec les premières roquettes d'ailleurs, absolument, qui étaient philo-guidées avec des fils de 3 km, 3 km dedans. Et donc ils arrivaient quand même à produire, c'est-à-dire qu'on a une industrie qui... Oui, ça c'est Speer, c'est le génie opérationnel de Speer, qui s'en est d'ailleurs vanté au procès de Nuremberg. Et c'est d'ailleurs grâce à Speer qu'on connaît tous ces chiffres, qui ont été confirmés après. Mais comme Speer voulait se faire réemployer par les Alliés, il s'est présenté à juste titre comme l'homme qui a maintenu à flot la production allemande, et notamment grâce à l'organisation Todt, dont il a pris la tête à partir de 1942, est parvenu à littéralement enterrer les usines de production, de sorte que tous les bombardements stratégiques américains ont surtout tué des civils, ont évidemment démoli des usines, mais l'essentiel de la production continuait sous terre. Donc ça veut dire que les civils qui travaillaient vivaient également sous terre, parce que si exactement. Et donc voilà, alors maintenant on va en venir à ces fameuses bombes atomiques. Qui dirige le programme atomique? Alors il est dirigé à la fois, alors c'est très drôle, pour des raisons de confidentialité, pour ne pas alerter les Alliés, c'est le ministère des Postes du Reich qui dit comme ça, personne ne s'en doute. Et puis il y a Speer d'une part, et surtout un SS qui s'appelle Hans Kammler, qui a d'ailleurs disparu après la guerre, et qui a été le maître d'œuvre des 2 essais. Alors il y a eu 2 essais qui en fait sont des essais qui étaient nécessairement tactiques, puisque les Allemands n'avaient très peu d'uranium. Ils avaient quelques kilos d'uranium. Donc ils ont mis au point une première bombe tactique qui a explosé. On ne disait pas encore tactique à l'époque. Donc, bombe. Faible rayon d'action. On appelait ça, les Allemands appelaient ça la bombe à désintégration. La première a eu lieu, le premier essai a eu lieu à Rügen en mer Baltique. Et le deuxième essai, qui est beaucoup plus dramatique parce qu'il a tué des malheureux du camp de concentration d'Ordruf, a eu lieu en Thuringe, à Ordruf, en février, fin février, début mars, on n'est pas sûr de la date, 28 février ou 1er mars 1945. Le premier essai est très bien documenté car un envoyé spécial de Mussolini, qui s'appelait Romersa, qui était un journaliste qui avait la confiance de Mussolini, a insisté à cet essai. Parce que depuis des mois, Hitler bassinait Mussolini sur le thème « Mais nous allons gagner, nous avons des armes ». Cette fameuse bombe à désintégration, etc. Et Mussolini ne le croyait pas. Et Hitler lui a dit envoyez quelqu'un de confiance et il va voir. Et il a été envoyé à Rügen, et il a assisté à un test. Bon, il l'a raconté après la guerre, on ne l'a jamais cru. Ordruf, on ne l'a jamais cru non plus. Sauf que des journalistes allemands, un journaliste allemand de la chaîne ARD et un professeur de l'université de Berlin qui s'appelle Rainer Klarsch et qui a fait sa thèse d'État sur les recherches nucléaires allemandes, se sont mis à creuser le sujet et ont terminé par faire des relevés radiologiques sur les 2 sites. Et les compteurs-chercheurs se sont affolés. On a évidemment vu que c'était vrai. Alors pourquoi est-ce que ça a été nié? Pour plein de raisons. Ça a été nié par les Américains parce qu'ils ont récupéré un grand nombre de ces techniciens et qui n'avaient pas envie. Et que, dans le cadre de l'opération Paperclip, ils avaient également récupéré des gens qui s'étaient rendus coupables de recherches médicales absolument épouvantables sur les virus, etc. Bon. Et ils n'avaient pas envie de s'en vanter. La deuxième raison, c'est qu'ils voulaient être les premiers à avoir utilisé l'arme. Alors, ils étaient effectivement les premiers, puisqu'il y avait plus d'uranium et qu'ils ont fait Hiroshima, mais la recherche était équivalente. Et ça explique d'ailleurs que c'était l'obsession des Alliés, qui étaient très bien renseignés, d'arriver à Berlin, enfin d'arriver en Allemagne en tout cas, le plus vite possible, quitte à contourner Paris en août 1944, parce qu'ils savaient qu'il y avait des recherches qui se poursuivaient. Alors, on va redescendre sur le théâtre des opérations. Et après le débarquement, donc l'enthousiasme retombe rapidement après le 6 juin, parce que vous décrivez le Cotentin comme un piège atroce. Ah oui, un piège terrible. Et surtout, pareil, ce qui est très peu dit, c'est l'effet délétère sur le moral des troupes. Oui, on avait promis aux GI que finalement, en Normandie, ils tomberaient sur un bocage à peu près équivalent à celui au bocage anglais où ils s'étaient entraînés. Or, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le Cotentin, c'est pas le Wiltshire ni le Sussex, et donc ils se sont trouvés pris au piège dans des chemins creux, avec des blindés qui ne pouvaient pas faire marche arrière, et des Allemands qui étaient installés depuis des années, et qui avaient installé leurs chars et leurs canons de 88 derrière les haies. Les haies qui sont très
large. Et donc, oui, c'est ça. Et donc, ça a été, il y a eu des cas de détresse psychologique. Les premières cellules psychologiques de l'histoire, avec des psychiatres dédiés à soulager les malheureux qui tombaient en dépression, c'est à cette époque que c'est arrivé. Et il y a eu vraiment, alors ça c'est Anthony Beevor qui a fait vraiment, qui a beaucoup travaillé sur le débarquement, et le premier, c'est pas du tout moi, c'est Anthony Beevor qui a été le premier à étudier ça, et il raconte des choses absolument incroyables sur la détresse des soldats américains, dont certains, comme ils n'avaient pas de rapport avec leur gradé, étaient abandonnés, livrés à eux-mêmes, et pensaient que le débarquement avait raté et qu'ils étaient abandonnés en terre ennemie et qu'ils allaient être exterminés. Donc ça a été, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de soldats qui sont devenus fous, passagèrement ou définitivement, et d'autres qui sont suicidés. Suicidés. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a la percée de la poche de falaise, percée d'Avranches. On va vers Paris assez rapidement, en promenade de santé, comme vous le disiez. Est-ce qu'il y a eu un excès d'optimisme trompeur chez les Alliés ? À ce moment-là, oui. Et c'est là où Montgomery et Eisenhower font un pari. Eisenhower, qui pour une fois est optimiste, et qui dit « la guerre sera finie à Noël ». Et Montgomery lui dit sûrement pas, parce que les Allemands ont encore des forces. Mais le paradoxe... Qui parie $5 d'ailleurs. 5 livres sterling. Absolument. Et le paradoxe, c'est que si la guerre n'est pas finie à Noël, c'est en partie à cause de Montgomery, qui se jette dans la fameuse opération d'Arnhem. Pour passer le Rhin le premier. Alors l'idée stratégique n'est pas du tout stupide, c'est d'étouffer le poumon économique de l'Allemagne, qui est la Ruhr, et donc en passant le Rhin très au nord, on enveloppe la Ruhr, et voilà, il n'y a plus de production d'armement. Le problème, c'est que la résistance belge et surtout néerlandaise prévient Montgomery en disant attention, il y a des forces SS extrêmement importantes, très bien armées, équipées de chars Tigre 2 justement, vous passerez pas comme ça. Et il s'en fiche. Il dit on y va. On y va parce que son idée sous-jacente, c'est d'arriver à Berlin avant les Russes et sauver l'honneur de la Grande-Bretagne qui est un peu dans une position ancillaire par rapport aux Américains. Ils doivent tout aux Américains et donc s'ils pouvaient arriver à Berlin avant, ça serait bien. Manque de chance, non, ils sont bloqués. Les Allemands encerclent les Britanniques qui ont été parachutés justement un pont trop loin. Ils se rendent, beaucoup sont tués, beaucoup se rendent, mais Arnhem, c'est aussi un bilan humain terrifiant. Du côté des civils. Voilà, il y a eu 30 000 civils qui sont morts de faim à ce moment-là, parce que pour se venger de l'aide apportée par les Néerlandais aux Britanniques, les Allemands ont décrété un embargo alimentaire. Et ça a été la dernière grande famine d'Europe. Alors, nous allons passer très vite sur la bataille des Ardennes. Vous la développez largement dans votre livre, mais nous avons déjà reçu Philippe Guillemot pour en parler il y a quelques semaines. Donc, l'homme de la bataille des Ardennes, c'est Patton, principalement. Bon, on en a parlé en début d'émission. Donc, vous dites qu'il a quand même... C'est grâce à lui que les Américains se sont repris. Quand il arrive, donc l'offensive allemande, c'est le 16 décembre, elle sème la panique, dans les lignes alliées. Les communications sont stoppées et donc Eisenhower apprend ça très tard, vers midi. Il convoque tous ses chefs d'état-major, il convoque Patton et lui dit il va falloir retirer les troupes qui foncent vers les Vosges et puis faire un mouvement de rotation vers le nord et puis arriver tout de suite en Belgique, sur les Ardennes, parce que la situation est dramatique. Ils se voyaient déjà repousser jusqu'à Anvers, jusqu'à la mer. Ce qui était le but. Et Patton le regarde et lui dit, c'est déjà fait. Et Eisenhower ne le croit pas. Il dit, mais arrête de dire une connerie, lui dit-il. Stop your bullshit. Et il lui dit, non, c'est fait. Et c'était fait, effectivement, car dès que l'offensive a été connue, Patton a compris qu'elle visait Anvers, le port d'Anvers, où tout le carburant arrivait. Enfin, c'était absolument stratégique. Et sans attendre l'ordre d'Eisenhower, il a fait faire une rotation de 90 degrés à ses troupes. Et c'est encore étudié dans toutes les écoles militaires du monde. Donc cette bataille des Ardennes, cette opération des Ardennes, c'est le dernier coup de griffe. C'est le dernier coup de dé, on l'a dit, c'est pas moi qui le dis, le dernier coup de dé d'Hitler. Je pense qu'il était spectaculaire. Mais il n'aurait pas pu fonctionner. L'idée d'Hitler, c'était de forcer
les anglo-saxons à demander une paix séparée, ou en tout cas un cessez-le-feu. Et il était persuadé qu'en les terrorisant une dernière fois, il pourrait arriver à ça. C'était pas suffisant pour les terroriser. Est-ce qu'il voulait vraiment empêcher les Russes d'arriver en premier à Berlin? Est-ce qu'il savait ce qui s'était passé? Lui, il pensait que s'il y avait une paix séparée à l'ouest, le gros des forces allemandes pouvait se retourner, puis il comptait sur la fameuse bombe atomique, la bombe à désintégration. Il n'a jamais employé le mot atomique, bombe à désintégration. Donc c'était ça le calcul. Voilà, mais on n'en sait pas plus, parce que ce sont des témoins qui l'ont rapporté, mais avec Hitler, vous savez, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a que des témoins, car il n'a jamais rien écrit. Vous avez des chefs politiques moins importants que lui, qui écrivent beaucoup, lui n'a jamais écrit 3 lignes. Donc c'est difficile, à part Mein Kampf et encore. Alors justement, on parlait de l'entrée à Berlin. Comment les décisions prises à Yalta ont-elles orienté la fin du conflit? Est-ce qu'on peut, enfin, c'est ce qu'on dit souvent, que Roosevelt a fait un cadeau à Staline, le cadeau de Berlin à Staline? Alors, oui, ça on peut le dire, mais c'est pas à Yalta que ça s'est passé, c'est en mars 1945. Alors là, en mars, il est vraiment pas bien du tout, physiquement. Il est revenu en pitoyable état de Yalta. Et il y a une chose qui se passe à ce moment-là, dont on parle très peu, c'est que, sans même en parler sans doute à Hitler, le général Galland, qui est le chef de la chasse allemande à réaction, qui dirige la Jagdverband 44 de Messerschmitt 262, va de son propre chef se rendre aux Alliés, et il propose à Eisenhower de mettre tous ses avions avec du carburant, qui en manque côté allemand, mais qui n'en manqueront pas s'ils passent du côté américain, du côté des Alliés pour se retourner contre les Soviétiques. Alors évidemment, Eisenhower dit non, mais Staline a des espions, et le sait. Et donc il écrit un télégramme à Roosevelt, on lui dit « Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train de négocier avec les nazis, il n'en est pas question, etc. » Et en fait, pour lui prouver sa bonne foi, Roosevelt demande à Eisenhower de donner clairement ses ordres de marche. Et l'ordre de marche, c'est les Américains s'arrêtent sur l'Elbe et Berlin, et pour les Soviétiques. Et est-ce que Churchill est d'accord sur ce plan? Pas du tout, mais il se soumet. Chaque fois que Churchill n'est pas d'accord, il crie beaucoup, mais il se soumet parce qu'il a besoin de l'aide financière des Américains. Et Churchill, lui, était plus conscient que Roosevelt du danger que pouvait représenter sûrement. Staline et le communisme en général sur l'Europe de l'Est. Absolument, puisqu'en 1943, lui n'était pas du tout pour un débarquement en Normandie, il était pour un débarquement dans les Balkans, ce qu'il appelait le ventre mou de l'Europe, et il disait là on passera parce que là c'est quand même beaucoup moins fort, les Italiens sont en train de s'effondrer. Les Allemands ont l'essentiel de leurs forces sur le front de l'Est. Si on rentre là, on libère l'Europe de l'Est et en même temps, on empêche les Soviétiques de s'y installer. Sauf que les Américains ayant décidé l'inverse, donc on débarquait en Normandie, Churchill a un peu tout lâché à ce moment-là. Et il a défendu une priorité très égoïste du point de vue britannique, mais qui peut se comprendre, puisque les Soviétiques vont avancer partout, on ne peut pas s'y opposer, on ne va pas se battre contre eux. En revanche, il faut mettre le paquet et négocier au maximum pour qu'ils ne touchent pas à la Grèce. Et à Moscou, en septembre 1944, Churchill va convaincre Staline de ne pas toucher à la Grèce et même d'arrêter l'aide aux maquis communistes grecs. Parce que la Grèce, pour les Anglais, c'est une fenêtre sur la Méditerranée orientale. Et donc, c'est fondamental de la garder. Et ça va se décider, ça, à Moscou, en octobre 1944. C'est dire que, finalement, Yalta, ça entérine un peu ce rapport de force qui est fixé quelques mois plus tôt. Mais c'est important pour Roosevelt parce qu'il obtient quand même, ça, il a obtenu, pas de haute lutte, ça s'est fait assez facilement, la promesse de Staline de rentrer en guerre contre le Japon. Alors, justement, on va parler, donc, tant que les hordes, je veux dire, les hordes soviétiques déferlent sur l'Allemagne, on assiste quand même à pendant ces 300 derniers jours, à une résistance de la population, de l'armée allemande, assez étonnante, alors qu'objectivement, tout est perdu. Alors, est-ce que c'est une résistance que finalement la pression du pouvoir et la propagande ne peuvent pas, expliquer? Je crois que réellement... Qu'est-ce qui fait que la population bon, c'est un pays qui vit en dictature
dictature depuis 12 ans, mais je pense que là, il y a véritablement le sens que la conscience que la ruée soviétique va tout emporter. Il y a ces viols à répétition qui se produisent à partir de l'entrée en Prusse orientale. Alors évidemment, c'est amplifié par la propagande du régime, mais la propagande du régime n'a pas tellement besoin de trop exagérer, parce que voilà. Donc ça, c'est un raidissement inattendu, mais très puissant. Mais inattendu. Inattendu, personne ne s'y attendait à ce moment-là. Personne ne s'y attendait. Et si vous voulez, il y a eu deux phases. Il y a eu d'abord, on a résisté aux Américains après qu'on ait connu le plan Morgenthau, donc au mois de septembre 1944. Et puis, c'est la peur de la famine. Et ensuite, on a finalement préféré la famine aux Soviétiques. Et là, les Américains, quand ils entrent à partir de janvier 1944 en Allemagne, sont accueillis parfois avec des drapeaux blancs, mais aussi des drapeaux américains. Ça, Hitler ne l'a sans doute jamais su. Goebbels le savait, mais ne lui disait pas tout, pour pas le mettre encore plus en colère, et surtout pour éviter qu'Hitler provoque une politique de la terre brûlée. Et ça, beaucoup de gens comme Speer, notamment, ont résisté à ça, parce que l'idée d'Hitler était de tout détruire. Après moi, le déluge. Exactement. D'ailleurs, vous avez des pages saisissantes sur la résistance en Prusse orientale. Parce que c'est la première partie de l'Allemagne qui est au contact avec les Soviétiques. Absolument. Il y a aussi cette sensation d'isolement, de ce petit confetti allemand. Comment ça s'est passé? La population s'est enfuie? Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord une levée en masse, la fameuse Volkssturm, où il y avait des enfants et des vieillards de plus de 65 ans, mais qui a fonctionné. Et puis la population est partie, alors dans des conditions effrayantes, notamment sur les lacs de Masurie, etc., que les Soviétiques ont bombardé, des dizaines de milliers de gens étaient noyés sous la glace en novembre-décembre 1944. Et puis la Kriegsmarine s'est mobilisée, parfois contre les ordres d'Hitler d'ailleurs. Hitler ne le savait pas, moins pour combattre la marine soviétique que pour protéger tous les bateaux civils qui transportaient des réfugiés d'Est en Ouest. Et ça a été une opération presque humanitaire qui a été menée par la Kriegsmarine sous les ordres de Dönitz, qui sera d'ailleurs le dernier successeur d'Hitler. Alors justement, on va en venir à je voudrais qu'on en vienne à la dernière semaine. Donc Hitler se suicide le 30 avril, l'Allemagne capitule les 8 et 9, on en reparlera. Alors, qui dirige l'Allemagne pendant cette semaine? Après la mort d'Hitler, c'est pendant une journée, qui sont les prétendants? C'est Goebbels, puis Goebbels se suicide le 1er mai, avec sa femme, et c'est effectivement c'est Dönitz qui s'installe à Flensburg, dans le nord d'Allemagne. Göring est mis sur la touche. Qui donc? Göring est mis sur la touche. Göring est mis sur la touche par un complot de Bormann, car Göring, dès la fin avril, enfin dès l'anniversaire d'Hitler, le 20 avril. Il envoie un télégramme, on dit ça. Non, Hitler lui dit mais vous pourrez négocier, etc. Simplement, Bormann est fou furieux parce qu'il lorgne la place. Et quand Göring, qui est à Berchtesgaden, apprend que le 28 avril, Berlin est totalement encerclé et qu'il n'y a plus aucune chance de s'en échapper, dit à Hitler, moi je prends la place, puisque en plus c'est l'ordre de succession, c'est la loi du Reich de 1941, et ce télégramme qu'on a est parfaitement loyal. Mais Bormann l'intercepte, Hitler ne le lit même pas, et lui dit, voilà, il prend votre place, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Et alors, c'est pas du tout un coup d'État, mais il aurait certainement pu négocier beaucoup mieux. Et donc, on fait mettre Göring au secret, etc. On le condamne à mort, mais il ne sera pas condamné à mort puisqu'il va se rendre aux Américains. Et puis, c'est Dönitz qui est nommé chef de... Himmler aussi qui était sur les rangs. Alors, Himmler était sur les rangs, mais sans le dire, parce que Himmler, ça montre d'ailleurs la fragilité du personnage, qui est un des plus grands criminels de l'histoire, mais il était persuadé qu'il était l'homme idoine pour être le successeur d'Hitler après une paix séparée avec les Alliés. Et il négociait avec notamment le Congrès juif mondial la libération de certains déportés des camps. Et il pensait se racheter une virginité. Alors le Congrès juif mondial a accepté par l'intermédiaire de Bernadotte, qui est un diplomate suédois, parce que ça a libéré quand même des malheureux qui ont échappé à la mort. Mais il espérait ainsi
s'opposait à un interlocuteur. Mais en fait, c'était le personnage le plus détesté du Reich après Hitler, et même certainement avant, parce qu'Hitler n'était pas détesté de son peuple, il était détesté de ses ennemis, alors que Himmler était devenu un personnage, en plus il s'était déshonoré comme défenseur du front de l'Oder, où il était 3 ou 4 heures par jour sur le terrain, le reste du temps il se faisait porter malade, portait pas, il faisait la sieste, enfin c'était... Bon, il était détesté à la fin. Il était détesté par les Alliés, il était devenu détesté par les Allemands. Et il pensait qu'il pourrait... Et donc il arrive à Flensburg, et il dit à... Flensburg, là où est le gouvernement... Le gouvernement de Nitz, et il dit à De Nitz, mais où sont mes bureaux ? Et De Nitz lui dit, vous avez le choix entre le suicide ou raser votre moustache. Je ne veux plus vous voir ici. Donc il rase sa moustache, mais il se fait capturer. Donc c'est De Nitz qui dirige l'Allemagne durant cette dernière semaine. Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine ? On commence à négocier avec les Américains. Alors absolument. On gagne du temps. On négocie on gagne du temps. Immédiatement avec les Américains, militairement, avec les généraux américains, avec l'idée de gagner du temps pour qu'un maximum de population puisse passer d'est en ouest. Et effectivement, ça marche, ça fonctionne. Là, les Américains sont d'accord. Et ça commence même avant la chute d'Hitler, puisque le général Wenck, la mort d'Hitler, pardon, puisque le général Wenck était censé dégager Berlin, qui n'en avait évidemment pas les moyens, mais qui aurait pu faire durer le massacre encore un peu plus, n'a pas obéi aux ordres d'Hitler de dégager Berlin. Il a préféré consacrer les dernières forces intactes qu'il avait pour ménager un couloir d'est en ouest et laisser passer des dizaines de milliers de réfugiés, des soldats qui rendaient leurs armes aux Américains, puis des civils, femmes, enfants, vieillards, etc. Et tout ça, ça se passe jusqu'au 6 mai. Et le 6 mai, Jodl, qui a été envoyé pour négocier avec les Américains, est confronté à une colère terrible d'Eisenhower, qui s'est fait, lui, remonter les bretelles par les Soviétiques qui sont au courant. Et Truman, qui a succédé à Roosevelt, lui dit maintenant arrêtez ça parce qu'on va avoir de très graves problèmes avec les Soviétiques. Et Eisenhower se fâche et dit à Jodl, si vous continuez à gagner du temps, moi je stoppe tout, c'est-à-dire que je laisse les civils être massacrés par les Soviétiques. Donc vous signez tout de suite. Et c'est là que ça déclenche l'acceptation de Nitz, qui mandate Jodl pour signer la capitulation allemande à Reims. Et à partir du moment où la capitulation allemande est signée à Reims, il n'y a plus de problème, les réfugiés peuvent passer côté américain. Alors, capitulation, on précise bien que la capitulation, c'est l'armée qui capitule. C'est l'armée, absolument. C'est pas le gouvernement, c'est pas un armistice, il n'y a pas de paix. Absolument. Comme vous me le disiez en préparant l'émission, on n'a jamais signé, la paix avec On n'a jamais signé la paix, puisque à partir de 1945, il n'y a plus de gouvernement allemand. Le gouvernement de Flensburg est dissous, ses membres sont arrêtés le 20 mai. Le 20 mai, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de gouvernement allemand. Il faut attendre 1949, le vote de la loi fondamentale, etc., pour qu'il y ait un gouvernement à Bonn, République fédérale d'Allemagne, à Bonn. Seulement à l'Est, il y en a un autre. Et à Pankow, dans la banlieue de Berlin, qui est le gouvernement d'Allemagne de l'Est, et donc qui signait, puisqu'il y a deux gouvernements allemands. Il y a un État allemand, mais deux gouvernements. Donc on s'abstient, et puis au moment de la réunification, en 90, on se dit tout ça est du passé. Alors je vais revenir au 8 mai, parce que votre livre, lui, se termine le 9 mai. Alors déjà, le 8 mai à Reims. Donc c'est Jodl qui signe. 7 mai à Reims, 8 mai à Berlin. Oui, c'est toujours en fin de soirée, début. Voilà. Donc qui signe le 8 mai, qui signe à Reims ? C'est le général Delattre. Non, à Reims, non, c'est le 7 mai à Reims. Le 7 mai, c'est le général Sevez. Alors, non, mais ça, c'est l'observateur français. Mais du côté allemand et du côté américain, qui... Du côté américain, c'est Eisenhower, et du côté allemand, c'est Keitel, qui est le chef de l'ONU. D'accord. Et donc, il y a un Français qui est... Général Sevez, qui est l'adjoint de Juin. Exactement. Mais les Soviétiques, eux, veulent recommencer à Berlin. Ah, oui, parce qu'ils sont à Berlin, ils occupent la capitale du Reich, donc tout le monde se transporte à Berlin, et on refait une deuxième séance de signature avec Keitel, qui signe pour la deuxième fois devant les Soviétiques. Simplement, quand on signe, il est minuit moins 20 à peu près, le 8 mai, et on est déjà le 9 à l'heure soviétique, et c'est pour ça que les Soviétiques fêteront... Cette fois-ci, on a Dolat de Tassigny qui est l'observateur français. Observateur. Ils ne sont qu'observateurs, ce qui provoque des railleries de la part ils sont qu'observateurs. Tout le monde, d'ailleurs, des Allemands, des Britanniques. Surtout des Britanniques, qui disent, mais pourquoi pas les Chinois
C'est l'observateur britannique qui dit ça, enfin le signataire britannique qui dit ça. Mais il signe quand même. Il signe quand même. Donc on est le plus petit des grands, mais on fait partie des 4 grands. Et donc là, ça, c'est De Gaulle qui permet, qui met la pression. De Gaulle met la pression en fait beaucoup plus tôt. De Gaulle n'est pas invité à Yalta, comme on sait, il n'est pas invité à Potsdam. Et donc, pour lui, le seul moyen de peser, c'est de prendre des gages en territoire allemand. Et là, on revient un instant, si vous le permettez, sur l'offensive des Ardennes, parce que c'est là que tout s'est joué. Lorsque les Américains ont ordonné à De Gaulle d'abandonner Strasbourg, pour se porter, que toutes les forces françaises se portent sur le front des Ardennes, De Gaulle a dit non. Pour plein de raisons, la principale étant que si on avait abandonné Strasbourg, qu'on avait libéré nous-mêmes, les représailles allemandes auraient été absolument terribles, donc il ne voulait pas. Mais surtout parce que c'était le point de départ d'une tête de pont en territoire allemand, et c'est cette tête de pont qui nous a permis de conquérir, jusqu'en avril, le territoire allemand, qui est devenu ipso facto, nous l'avons pris nous-mêmes, la zone d'occupation qu'on ne voulait pas nous laisser. Eh bien, Éric Branca, merci infiniment. Donc, je recommande vraiment la lecture de votre livre. 300 jours, 10 mois pour en finir avec Hitler, aux éditions Perrin. Ça se lit comme un roman passionnant, parce que, comme je le disais, c'est pas forcément linéaire. On apprend beaucoup de choses. Merci. Merci de votre invitation. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne, des revues d'histoire européenne, dont le dossier actuel, du numéro actuel, est d'ailleurs consacré à la chute du Reich. Merci, à bientôt. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt.